Salam alaikum, Zulf al-Lawal. Bonjour, good morning everyone. Là, je suis très très heureux et très honoré d'être parmi vous aujourd'hui. Je vous remercie pour cette introduction. Je pense que vous avez plus que je suis. Je vous remercie pour nos étudiants et nos jeunes chercheurs. Je vous félicite. Je vous félicite parce que vous êtes la vraie ressource de l'Algérie. Vous êtes la vraie richesse de l'Algérie. Et pour ça, j'espère qu'on aura la chance de vous aider et de créer l'environnement nécessaire pour vous grandissez et pour vous développer comme des leaders non seulement de ce pays, mais dans le monde. Merci. C'est la deuxième fois que je visite déjà. La première fois, c'était après un peu plus de 10 ans de ça. Et c'était pour une courte visite. Et j'espère que cette fois-ci, on aura une chance pour visiter un peu plus de la région de Béjaïa. En ce qui concerne l'anglais, combien de personnes se sentent confortables ou bien à l'aise avec la langue anglaise? Ok, c'est bien. Ok, merci. Les slides sont en anglais, ok, mais je vais essayer de faire cette présentation en langue française. Mais je peux vous dire que je travaille avec plus de 40 pays dans le monde. Et la langue française, c'est en France et peut-être en Algérie. Mais dans les autres pays, c'est seulement l'anglais. Okay. Ce que je voulais souligner aujourd'hui, je pense que vous avez eu plusieurs présentations du type technique et scientifique. Mais aujourd'hui, je voulais peut-être qu'on revoie des choses en ce qui concerne la compétition, bien la concurrence au niveau mondial, et peut-être quelques points qui sont nécessaires pour les nations qui se développent et to grow economically. Et peut-être qu'on se demande au début que pourquoi qu'on fait toutes ces recherches et ces développements économiques, les développements industriels. Et en fin de compte, c'est pour être successful, et pour être heureux, et aussi d'avoir une richesse afin de nous aider nous-mêmes et aider autrui. Mais sur ce graphe-là, on voit que sur un axe, il y a la richesse, et dans un autre axe, c'est happiness. Okay? Mais on trouve dans plusieurs pays, et qu'il y a aussi de grandes communautés, où ils ont une grande richesse, mais very unhappy, okay? Ils sont malheureux. Okay? Mais dans d'autres cas, on trouve qu'il y a des gens qui sont pauvres, qui n'ont pas grand-chose, mais qui sont très très heureux. Okay? Mais peut-être qu'on essaie d'être dans cette position-là, afin d'être aussi capable d'aider autrui. Parce que si on est faible, ou on est dans une situation de faiblesse, on ne peut pas faire un impact suffisant. Alors quand on voit le monde maintenant est devenu très très complexe, okay? Du point de vue de la concurrence, du point de vue du développement économique qui est d'un rythme très très rapide. Et aussi qu'il y a une concurrence globale sur le talent. Les grands pays, ils font tout le nécessaire pour attirer le talent, parce que c'est la ressource humaine, c'est la personne, l'être humain, qui fait les choses. N'importe quelle personne peut construire des bâtiments, on peut acheter des équipements sophistiqués, mais c'est l'être, the human being, the people, are the ones that can do things. Okay? Et donc c'est une chose qu'on connaît depuis longtemps, mais la chose qui est importante, c'est comment faire les démarches, comment faire des programmes pour
exploiter cette ressource. Quand on revoit les nations, et d'un point de vue de concurrence et du point de vue de développement économique, alors on a à peu près 3 phases. Okay? La première, c'est the basic factors. Okay? On a des institutions, okay, légales et autres, l'infrastructure, l'aspect macroéconomique de l'environnement, la santé, l'éducation primaire. Et donc, si on fait seulement cette partie, c'est comme si on est en voyage en classe économique. Okay? Donc ça, c'est peut-être une petite association avec ça. Donc la deuxième classe, c'est on ajoute ce qu'on appelle des efficiency enhancers. Donc ça, c'est des choses qui améliorent l'efficacité d'un système. Donc c'est l'éducation supérieure, higher education, l'efficacité des marchés dans les produits et dans le travail. Et bien sûr, the technological readiness, ça c'est très très important. Alors, pour aller de cette catégorie ou bien de ce stade à celui-ci, c'est faisable. On n'a pas beaucoup d'efforts peut-être pour arriver à ce point. Mais pour être dans ce système-là, l'aspect d'innovation et l'aspect de sophistication en anglais, c'est français ça? Non? Sophistication. Non, sophistication c'est en anglais. Hein? Sophistiqué. Ok. Donc, mais d'aller de ce stade, ou bien de cette étape à celle-ci, c'est un peu difficile. Ok. Et alors, ce qu'on fait, c'est d'utiliser les technologies. Par exemple, les technologies de l'information et de la communication. Non seulement pour faire le e-commerce. Le e-commerce, c'est une chose séparée, en faisant les achats et les ventes à partir de l'Internet. Mais on parle d'une autre façon, c'est-à-dire d'utiliser ces technologies pour le développement économique, pour le développement de la technologie, pour être plus competitive dans ce cas. Alors, il y a à peu près 12 éléments, ou bien 12 metrics, okay, des critères qu'on utilise pour... c'est comme les notes dans un cours, pour classifier les nations. Okay? Et donc, vous voyez, par exemple, sur à peu près 148 nations, ou bien pays dans le monde, et bien sûr, les 148 premiers, on trouve que, par exemple, le Qatar, les Émirats et l'Arabie Saoudite, qui sont classés parmi les 20 premiers. Okay? La France, c'est 23e. Okay? Donc, chaque mérite, ou bien chaque étape est vue, ou bien jugée de cette manière pour qu'on voit le développement d'un pays de ce genre. Mais comme je disais qu'on essaie de voir comment arriver à ce point-là, c'est avec the people, the human resource. Okay? Alors, quand on dit people, la ressource humaine, on dit que, je vais vous donner des exemples, comment créer un certain genre de personnes qui sont des leaders. Okay? Et on dit que les leaders, il y a une belle expression américaine qui dit que les leaders, ce sont des gens, ou bien une personne qui regroupe des gens ordinaires et travaille avec ces gens ordinaires pour créer l'extraordinaire. Okay? Ça, c'est les leaders qu'on doit générer. Et ces leaders-là qui font une transformation radicale au système pour créer des environnements qui aident au développement, bien sûr, de la ressource humaine et le développement du pays, comment utiliser les ressources d'une manière efficace et aussi du point de vue de la technologie. Non seulement développer la technologie, mais aussi de l'utiliser. Et alors, une façon de le faire, c'est de synchroniser les 4 acteurs, c'est-à-dire le gouvernement,
l'université, l'aspect académique, l'industrie et le privé. Okay? Donc, dans la plupart des pays avec lesquels on travaille, on voit une très grande synchronisation entre ces éléments. Okay? Parce que s'il y a un aspect qui n'est pas synchronisé dans cette démarche, il y a peut-être qu'on va fournir des grands efforts et des grandes dépenses, mais les résultats sont très faibles. Okay? Parce qu'on aura, pour les mécaniciens, de grandes pertes dans cet aspect. Deux petits exemples. J'étais conseiller dans le ministère de la Science et de la Technologie en Finlande, et il y avait tout un programme qui était dirigé pour les télécommunications. Donc ils avaient à peu près 30 projets je faisais partie de ces 30 projets. Et chaque projet, il y avait la société Nokia, il y avait une université, un centre de recherche national et une SME, une petite ou bien moyenne firme, ou bien industrie. Et tous ces projets, c'était bien synchronisé, des projets sur l'électronique, sur le logiciel ou bien software, sur les systèmes automatiques. Et donc, pour créer un environnement pour les télécommunications d'une manière globale. Et vous voyez que ça, c'était dans les années 90, où la Finlande était dans un état très grave du point de vue économique. Le chômage était de plus de 20%. Leur dette était plus de 60% de leur PIB. Okay? Mais ils étaient unis. Bien sûr que c'était un peu plus petit, la Finlande, à peu près 5 millions d'habitants. Mais il y avait une grande transparence entre le gouvernement et le peuple. Alors, dans ce cas-là, le gouvernement dit que d'une façon que nous sommes dans un bateau qui coule et personne ne va être sauvé. Et on va faire deux choses. Avec cet argent qu'on a qui est limité, on va investir dans la ressource humaine et on n'a pas suffisamment d'argent pour tout le monde, donc ça sera un certain pourcentage. Et la deuxième chose, c'était d'investir dans des secteurs bien alignés avec la Finlande. Okay? Et bien sûr que le peuple finlandais a demandé au gouvernement de réduire leur salaire. Okay? Parce qu'ils étaient tous dans un système pareil et ils se sentent comme un seul corps. Et vous voyez maintenant que la Finlande est un pays leader non seulement dans l'Europe, mais aussi dans le monde. Le deuxième exemple, c'est du MIT. Je suis au MIT depuis 36 ans maintenant, et quand on voit, il n'y a pas beaucoup d'universités ou bien de centres comme le MIT, comme vous allez le voir, mais c'est-à-dire que l'objectif, c'est de créer des leaders et de créer great ideas. Okay? Et le résultat de cet institut, c'est, si on voit par exemple dans les dernières une trentaine d'années, ou peut-être un peu plus, il y a plus de 25 000 firmes qui ont été lancées par le MIT. Okay? Et donc le revenu total annuel de ces firmes est à peu près de 2000 milliards de dollars. Okay? Le MIT, on est à peu près 20 000 personnes. 20 000 personnes. Okay? Et l'impact de 20 000 personnes est plus que celui du Canada tout entier. C'est presque celui de l'Inde avec 1 milliard de personnes. Okay? Donc vous voyez le rôle de la ressource humaine et comment on l'utilise d'une manière appropriée. Okay? On espère que peut-être on aura la possibilité de créer des choses pareilles. Okay? Donc ces firmes-là, et entre parenthèses, ils ne comptent que les firmes qui fonctionnent et que leurs fondateurs sont alive. Okay? Par exemple, la fameuse société Bose qui fabrique
les speakers, les systèmes audio. Donc n'est pas dans la liste parce que le fondateur il s'est décédé il y a, je pense qu'il y a 3 années de ça. Donc je voulais utiliser cet exemple pour bien expliquer ou bien illustrer l'importance d'une université qui joue un rôle très très important dans le développement économique d'un pays. Okay? Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc il y a une partie qui est très très importante, c'est les partenariats. Okay? Et je disais tout à l'heure que les partenariats doivent être avec des institutions, ou bien des instituts, des firmes, mais qui sont de haut niveau. Okay? Jamais qu'on doit choisir des partenaires qui ne sont pas à un niveau accepté. Alors, voici ça en 98. Vous voyez les États-Unis, le Japon, l'Allemagne, l'Angleterre, la France, elle est quelque part. Le Canada. Hein? Mais vous voyez que les lignes de chaque bulle, ou bien entre les bulles, l'épaisseur de la bulle, du lien, indique l'intensité de cette collaboration. Et aussi le size, la grandeur de la bulle, indique le nombre de publications et de recherches scientifiques qui font le résultat de cette collaboration. Mais si on avance à peu près 10 ans en avance, vous voyez que les lignes sont beaucoup plus épaisses. Okay? Vous voyez maintenant, par exemple, entre la Corée du Sud et le Japon, les États-Unis, vous voyez cette ligne-là. Okay? Et maintenant, elle est beaucoup plus grande. Celle avec la Chine, elle est immense. Okay? Et vous voyez que la plupart de ces grandes lignes, okay, sont avec les États-Unis. Okay? Donc c'est ça un point très très important. Il y a une autre chose que le monde a changé. On trouve peut-être un nombre faible de publications qui ont peut-être un auteur ou bien 2 auteurs. Et plus précisément dans le monde scientifique, de l'engineering, de la médecine. Il y a des publications qui ont peut-être 4, 5, 8 auteurs dans ces publications. Parce que le monde a shifted. Hein, il s'est déplacé d'un investigateur à plusieurs investigateurs ou bien des chercheurs, d'une institution à plusieurs institutions, des partenariats par exemple nationaux, okay, au niveau international maintenant. Et la chose la plus importante, c'est que dans ces partenariats, il y a la présence des experts. Donc on peut arriver à des résultats très très importants et d'une manière très très rapide. Okay? Et ça, la rapidité, c'est un point très très important qu'on doit peut-être discuter de ça un peu tout à l'heure. Donc les exemples de ces collaborations, je suis co-directeur du centre de Clean Water and Clean Energy entre le MIT et l'Arabie Saoudite. Donc on a à peu près 25 de professeurs du MIT. Du côté de l'Arabie Saoudite, à peu près une 60aine, et on ajoute les étudiants de master, de doctorat, les post-docs. Donc il y a un peu moins de 200 personnes dans cette partenariat. Et la première phase, c'est de 8 ans. On est en train maintenant de discuter pour la deuxième phase. Et les thèmes de recherche, en anglais, c'est dans le photovoltaics, with the polymers, polymer devices, desalination, utilisons peut-être des advanced membrane, des membranes avancées, the nanotechnology as applied to solar and thermoelectric energy conversion, aussi le design, la conception et la production de ces systèmes, de l'eau et de la puissance solaire. Donc ça, c'est certains thèmes de travail. Donc on se regroupe une fois au MIT pendant l'été. Ça, c'est la grande cour du MIT. Et ce que vous voyez in the background, c'est la dôme,
okay, du MIT qui est typique. Et ça, c'est une des bibliothèques. Le MIT a à peu près 14 bibliothèques. On dit bibliothèques ou libraries? Bibliothèque, ok, bien. Et en hiver, on visite l'Arabie Saoudite, ok? Et l'importance est due au climat, hein, ou bien le temps de... une autre collaboration avec l'Arabie Saoudite, c'est toutes ces collaborations sont assez longues, de 10 ans en phrase, ok? L'aspect principal, c'est dans le calcul et les simulations, data analytics, okay? Donc le traitement de données c'est-à-dire intelligent data analytics, et aussi la complexité des systèmes. Okay? Il y a plusieurs applications, c'est l'aspect peut-être fondamental. Il y a les applications dans l'énergie, dans le transport, dans l'eau, dans plusieurs applications. Une autre collaboration avec le Koweït, aussi de 10 ans. Okay? 10 ans, c'est une phase. Okay? Et après, on renouvelle ces phases. Ça, c'est aussi dans tous ces programmes, il y a un échange de professeurs, l'échange des étudiants, il y a de la recherche qui se fait en collaboration. Donc, vous trouvez des publications ou bien des brevets d'invention où les auteurs sont de ces deux institutions, c'est-à-dire du MIT et aussi des chercheurs du partenaire. Une grande collaboration avec le Singapour, dont je fais partie depuis 1998. Et cette collaboration a plusieurs phases. La première phase avait une partie qui focalisait sur 5 domaines. 5 domaines qu'on a identifiés comme stratégiques pour le pays du Singapour. Donc c'était l'Advanced Computing, Computer Science, Manufacturing, Biosystems and Advanced Materials. Okay? Donc dans cet aspect du programme, on a développé de la collaboration, on a développé des programmes et des cours, des modules qui vont avec. Et aussi, au début du programme, on a fait des liens avec les multinationales qui existent au Singapour. Parce que c'est un aspect très très important de lier les universités et le travail des universités avec celui des industriels. En 2007, dans cette collaboration, on a lancé un autre programme qu'ils appellent SMART. SMART, c'est le Singapore MIT Alliance for Research and Technology. Right? Il y a plusieurs programmes. Donc, par exemple, le premier, c'est l'utilisation des technologies et d'intégrer les aspects de l'engineering dans les sciences bio. Il y a d'autres programmes ou bien projets sur l'environnement, sur les maladies infectious diseases, okay, sur le transport et des choses de ce genre. Quand vous voyez que dans ces programmes, il y a un aspect fondamental, mais il y a aussi un aspect appliqué dans l'énergie, bien l'eau, dans ces aspects, des applications importantes. Et aussi, récemment, on a fait une université nouvelle, et l'aspect de cette université, c'est d'intégrer le design et l'innovation dans tous les programmes. Parce que, comme je l'ai mentionné au début, c'est l'innovation et l'entrepreneuriat qui est une partie très très importante dans ces programmes. Voilà. OK. Bien sûr, avec les Émirats, il y a avec le Qatar, il y a un programme très très important dans le computer science. Okay? Donc vous voyez que les thèmes de recherche sont plus dans l'informatique, dans la sécurité, dans les technologies de la langue arabe, dans le data analytics et dans des aspects pareils. Donc, je voulais citer ces exemples pour vous donner une idée sur les types
de partenariat. Ce ne sont pas des petits projets entre, par exemple, un professeur à une université avec un autre professeur dans une autre université, mais ce sont des grands projets qui ciblent le développement économique. Par exemple, au Singapour, la partie du Singapour, ils avaient le ministère de l'enseignement supérieur, le ministère de l'industrie, ils avaient aussi EDB, ça c'est une agence ou bien un bureau qui ne s'occupe que de la vision et de la stratégie du pays, Economic Development Board. Ils avaient aussi le A-STAR. A-STAR, c'est un ministère ou bien une agence qui finance la recherche. Et ils avaient aussi 2 universités, NTU et NUS. Donc vous voyez comment que les choses sont organisées de cette manière. Je vais vous montrer quelques exemples que j'ai de recherche et de développement. Pas tous les projets, mais de quelques projets. Ça, c'est un projet qui date des années 80. On a conçu et fabriqué des robots manipulateurs pour la découpure au rayon laser. C'était avec une société japonaise. Et ce robot était le plus rapide au monde pendant cette période. La vitesse était de plus de 10 mètres par seconde et les accélérations de plus de 5G. Et on a aussi développé les actionneurs, on a utilisé les matériaux fiber composites, la matière composite, et aussi bien sûr les interfaces et les systèmes de commande pour ces robots. D'autres systèmes avec une autre société japonaise, récemment avec Qatar, ça c'est les réservoirs pour le gaz liquide, liquefied, ou bien le gaz liquéfié. Ces réservoirs sont un peu grands, à peu près 100 mètres de diamètre et plus de 50 ou bien 60 mètres de hauteur. Et il va y avoir des systèmes automatiques pour faire les inspections de ces réservoirs. Un autre programme avec une société en Angleterre, ça c'était pour la production automatique, donc des robots manipulateurs qui se déplacent avec une grande vitesse. Et aussi, ils voulaient que ces robots, s'il y a une panne, ils voulaient qu'ils doivent être réparés dans moins d'1 minute, parce que leur chaîne de production avait de grandes vitesses, et donc pour minimiser les pertes, donc ce qu'on a fait, c'est de faire ces robots d'une manière modulaire et d'avoir une certaine intelligence pour identifier les modules qu'on doit changer pendant ces opérations. Un autre système, un grand projet qui est financé par le ministère de la Défense américaine, ça c'est dans le domaine d'optique, et c'était de fabriquer une machine automatique pour faire des circuits à partir des fibres optiques. Donc c'est la même chose quand on fait des circuits en utilisant le fil électrique, mais dans ce cas c'est des fibres optiques. Donc il y a 2 micro-manipulateurs, chacun d'eux qui a 5 degrés de liberté, et aussi il y a d'autres outils automatiques sous cette table XY qui se déplace. Et donc ce système était tout automatique, et donc un des produits qu'on a ciblé avec la firme Honeywell américaine, c'était pour les gyroscopes, donc les gyroscopes, en français gyroscopes. Gyroscopes, les conventionnels ont des parties qui sont mécaniques et qui se déplacent, mais les gyroscopes qui sont faits à partir des fibres optiques n'ont aucune pièce que se développe. Tout est fixé, et ils utilisent ce qu'ils appellent le Sagnac Principle, okay, qui donne c'est-à-dire le rate of orientation, de l'orientation, en fonction de la phase du système optique.
Ça, c'est des soft robotics, donc ça, c'est des robots flexibles. C'est avec le Singapour, parce qu'ils veulent avoir l'information de l'eau et aussi de l'information des poissons et aussi des plantes qui existent autour du pays du Singapour, mais ils voulaient avoir cette information dans son état naturel. Alors dans ce cas, on doit avoir des systèmes robotiques qui peut-être ressemblent à un poisson, okay, ou bien stingray, la raie, okay, et ces systèmes qui font le monitoring et aussi acquérir ces informations d'une manière non-invasive, on dit. Okay? La chose importante ici, c'est comment on fabrique ces systèmes. Il y a, par exemple, ce poisson n'a qu'un seul actionnaire. Okay? On utilise aussi les polymères pour modéliser ces systèmes et voir le comportement dynamique. Et donc, quand on fait les excitations, tout le reste du système se comporte comme un poisson réel. Okay? Donc, vous voyez la raie réelle et des dolphins, hein? Et aussi c'est ça des robots mécaniques. Okay? Peut-être qu'on a vu des petits raies, il y a des grandes qu'on a fait donc pour l'application au Singapour. Okay? Okay, une autre. Ça c'était un projet avec la Corée du Sud, Daewoo Electronics. Okay? C'était dans le domaine de la high density memory, donc les mémoires à grande densité. Okay? Et ce qu'on a fait, ce qu'ils appellent perpendicular media, okay? Pour augmenter cette densité. Et bien sûr qu'on a utilisé la même technologie qu'on a développée pour la lecture de ces mémoires pour aussi la lecture de l'ADN. Okay? Pour les gens, vous savez bien que quand on voit une fibre d'ADN, single strand DNA, les molécules, ou bien disons les molécules, les 4 molécules, adénine, guanine, cytosine et thymine, sont à peu près d'1 nanomètre de longueur, et l'espace entre eux, c'est à peu près de 1/3 de nanomètre. Alors pour lire cet ADN molécule par molécule, donc on a dû concevoir un système qui est rapide et aussi qui est très très précis. Alors pour la précision, on utilise, comme je l'ai dit, le même système de lecture de tout à l'heure, et on a une sonde, le type de la sonde, c'est à peu près de 1 nanomètre, okay, et après on attache un carbon nanotube, okay, qui est aussi d'1 nanomètre, okay, et après on attache, ou bien en anglais on dit to functionalize, okay, on ajoute une autre molécule à la fin de ce, okay, pour voir les interactions. Parce que les interactions, par exemple, entre adénine et thymine est un peu grande, plus que celle de, par exemple, adénine et cytosine. Okay? On a toujours des méthodes pour mémoriser des choses. Okay? Est-ce que la biologie est exigée pour tout le monde? Ah, ok. Au MIT, la biologie est exigée pour tous les étudiants. Même les étudiants qui vont faire l'économie ou bien les sciences humaines, donc les maths, la physique, la biologie, la chimie. Donc ça, c'est pendant le premier semestre ou bien la première année, sont des cours qui sont obligatoires pour tous les étudiants et parce que c'est une chose importante. Je parlais de l'ADN. Alors une façon, c'est adénine, ça commence par un A, thymine avec un T, donc il y a le A, il y a des ongles quand on trace le A et le T. Donc ils vont ensemble, il y a une force d'interaction un peu importante. Et les deux autres, c'est cytosine à un C, une courbe, et guanine
avec le G. Donc les curved ones, they go together, and the sharp ones, they go together, right? So that you don't forget, right? So, yes, and this is one of the recent ones. I think c'est des projets I am very excited about this. On a fabriqué des systèmes scanners à grande vitesse et grande précision. Les précisions, c'est à peu près au angstrom, un dixième du nanomètre. Okay? Et la vitesse, c'est les scanners conventionnels, c'est à peu près de peut-être une ligne ou bien quelques lignes par seconde. Donc quand on scanne, on prend des lignes, ligne par ligne, et pour avoir des images à grande résolution, on prend plusieurs lignes, par exemple 1024 lignes, et sur chaque ligne, on a par exemple 1024 pixels. Donc chaque image, il y a plus d'1 million de données. Et si on prend ça avec l'aspect, the rate of the video, donc on prend plusieurs images par seconde, et vous pouvez imaginer la grandeur des données qu'on doit transférer, analyser en temps réel. Mais l'application, c'est ce que vous voyez dans cette vidéo, c'est la dissolution of calcite. Donc on voit le matériau calcite, on fait le etching, okay, avec un acide, okay, et ce que vous voyez, c'est vidéo et la dissolution, comment qu'elle commence, hein, l'initiation du etching ou bien de la dissolution, et aussi que la dissolution se fait en layers, okay, avec des couches. On peut même voir l'épaisseur de ces couches, okay, en temps réel. Alors le scanner, il fait à peu près de 2000 lignes par seconde. Okay, donc et cette vidéo-là, comme un autre exemple, c'est la déposition copper c'est cuivre, hein, sur l'or. Okay? Donc vous voyez les grains, comment que ces grains se déposent et comment qu'ils se forment dans cette vidéo. Donc des choses qu'on n'a pas vues, auxquelles peut-être personne n'a observé auparavant, et aussi des effets qu'on peut voir. Parce que le problème, c'est le suivant. Si vous utilisez un scanner qui est long, okay, même si vous prenez une seule image, dans cette image, l'information n'est pas l'information n'est pas à un certain temps. Parce que vous commencez au début, okay, et vous scannez avec une vitesse lente. Quand vous terminez, l'information, c'est peut-être sur 10 minutes ou bien sur 20 minutes. Okay, donc cette image, it's like it is stretched over time. Okay? Yes. L'autre chose qui est importante, c'est qu'on fait la recherche fondamentale, mais on cible les aspects ou bien les domaines de croissance. Okay? Soit qu'on les génère, ou bien qu'on voit. Parce qu'il y a les industriels qui développent des choses tout le temps. Alors maintenant, la révolution qui a déjà commencé, c'est ce qu'ils appellent l'Industrial Internet of Things. Okay, c'est Industrial Internet of Things. C'est-à-dire qu'on doit, que les systèmes seront instrumentés, okay, et utilisés d'une certaine manière efficace. Un des exemples, c'est par exemple les réacteurs d'avion. La firme General Electric, qui a des systèmes informatiques dans ses moteurs, qui revoient la santé du moteur. Donc à chaque instant, ces systèmes qui prévoient le comportement du moteur, et ils communiquent d'une manière sans fil avec General Electric, okay, que le moteur dit ok, aujourd'hui je suis en très bonne forme et que le climat est bon, et okay, and il est best, okay, okay. Et maintenant vous pouvez voir que ces systèmes seront dans vos caméras, dans votre voiture, même la firme General Motors, il y a pour le mois de janvier de cette année,
qu'ils ont déclaré qu'avant la fin de l'année, il y a certains de leurs voitures qui auront des systèmes pareils pour les éléments critiques d'une voiture, par exemple la batterie, le démarreur et d'autres éléments qui auront ces technologies pour vous informer, pour informer le conducteur à l'avance, okay, avant qu'il y ait une panne, par exemple. Donc vous voyez, donc il y avait les étapes, et ce qu'on voit maintenant, c'est l'intégration des systèmes capteurs et de l'intelligence, l'analyse des données dans ces systèmes. Mais quand on revoit ça d'un point de vue économique, il y a des opportunités énormes. Okay? Par exemple, dans le cloud computing, okay? Ou bien toutes les technologies qui sont associées avec le cloud, un aspect économique d'à peu près de 2000 milliards de dollars dans les systèmes automatiques, hein, pour le travail et l'automatisation dans ce domaine, aux environs de 10 000 milliards dans les aspects de l'Internet, mobile Internet. Okay? Et donc vous voyez plus ou bien presque de 38 000 milliards dans l'Internet, Internet of Things. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a des opportunités. Okay? Et donc on fait de la recherche et de l'application, et pourquoi pas lier ces deux pour qu'on aura un impact important. L'autre aspect, c'est comment construire. Building, en anglais on dit building the knowledge, le savoir. Okay? Bien sûr que j'ai parlé tout à l'heure de efficiency enhancers. Okay? Et en premier lieu, il y avait la post-graduation, pour les masters et les doctorats. Donc ça joue un rôle très très important dans ce développement. Et la chose, les points qui sont importants maintenant, c'est l'aspect multidisciplinaire. Par exemple, au MIT, il n'y a aucune frontière ou bien border entre les départements. Donc je suis en mécanique, la plupart de mes étudiants sont des mécaniciens, mais il y a aussi d'autres étudiants du génie électrique, de computer science, du génie civil, de l'aéronautique. Okay? Donc les étudiants vont faire leurs projets là où il y a des choses intéressantes pour eux, et tout indépendant pour les départements. L'aspect pratique. Okay? Et bien aussi, il y a le fast pace. Tout est très rapide maintenant. Donc on doit avoir des programmes, c'est-à-dire comment qu'on learn fast pour apprendre d'une manière rapide, et comment qu'on s'adapte d'un domaine à un autre d'une manière rapide, okay? Et aussi d'innover d'une manière rapide. Donc ça a besoin d'une certaine pratique ou bien d'une certaine training, de formation, et bien sûr dans un environnement qui nous aide à faire ces choses-là. Du point de vue de l'innovation et de l'entrepreneuriat, le MIT a un système ou bien un écosystème qui est très très riche pour faciliter cette tâche. Donc chaque bulle par exemple dans les modules, il y a plus de 50 modules seulement pour l'innovation et de l'entrepreneuriat. Il y a par exemple Maker Spaces. Ça, ce sont des laboratoires qui sont tout le temps ouverts pour les étudiants, et chaque étudiant peut aller là-bas pour faire des choses, imprimer par exemple un système ou d'autres choses. Alors, ce n'est pas seulement de faire le business plan et de ça c'est important, mais comment faire tout un environnement qui a ces aspects. Alors, pour le club, j'étais très très content de discuter et de savoir qu'il y a ici un club de scientifiques d'hydraulique. Au MIT, il y a à peu près plus de 40 clubs dans ces domaines scientifiques, dans la robotique sous-marine, dans les voitures solaires par exemple, avec l'énergie solaire. Donc ça c'est, peut-être qu'on pourra discuter quelques détails sur ça. Et en plus, c'est de
faire des training d'une manière rapide. Par exemple, dans ce module, en 2 semaines, en 2 semaines, les étudiants apprennent le software, les systèmes les logiciels ou bien software pour le design, le manufacturing, la conception des moteurs, et après chaque étudiant qui fabrique son propre moteur. Et après, ils font une compétition à la fin pour voir le moteur qui a la plus grande vitesse, par exemple. Il y a d'autres aspects de faire, c'est très important de créer ces environnements où les étudiants sont happy, sont heureux de faire ça. Donc, pour cet environnement où chaque personne, même les professeurs qui se lèvent le matin de bonne heure et qui they run to this environnement. Donc on crée cet environnement pour que tout le monde soit excité, comme vous le voyez dans ces photos. L'innovation rapide. Il y a une grande partie des modules. Nos modules notre semestre, c'est à peu près 3 mois et demi. Donc vous entrez dans le module et après 3 mois et demi, peut-être que vous aurez des brevets d'invention ou bien un start-up ou bien quelque chose de cette manière. Il y a un autre programme qui est lié aux pays, par exemple, dans l'Afrique ou bien dans l'Asie, des pays pauvres, ou bien des pays, disons, en voie de développement. Et ce programme, c'est à peu près de 6 semaines. Donc il y a une équipe du MIT qui se déplace. Bien sûr, après avoir préparé tout le programme avec les gens locaux. Et en 6 semaines, on forme des gens. 6 semaines, chaque jour, c'est des jours complets, du matin jusqu'à peut-être 10 heures du soir ou bien minuit. Et en 6 semaines, vous avez des sociétés qui sortent. You launch start-up. Dans peut-être les télécommunications ou bien dans les technologies de l'information et de la télécommunication. Donc le monde est dans ce rythme de vitesse, d'innovation. Et alors ce qu'on doit faire, c'est peut-être de réfléchir comment, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, au début de cette présentation, l'Algérie a des ressources humaines que plusieurs autres pays ne l'ont pas. Dans nos programmes avec le Singapour, j'ai voyagé au nom du MIT et du Singapour en Inde, en Chine, en Malaisie, au Taïwan, au Vietnam, dans plusieurs pays, et visiter leurs universités top, et identifier les étudiants, un par un, ou bien les postdocs, pour les recruter dans ces programmes. Et en plus, dans ces programmes, tout est payé, le voyage, les salaires, l'éducation est payé. Et en plus, il n'y a aucun contrat. Aucun contrat. كل واحد يجي يفكر هكا يقول لك هذه يعني it doesn't make sense. هذه كيف احنا نجيب واحد c'est-à-dire واحد ولا وحده يعني une personne. ومن بعد je vais investir tout cet argent. On Djibou, au Singapour. Il sera formé par des professeurs du Singapour et des professeurs du MIT. Il va aussi au MIT pour des périodes de stage et d'éducation, de formation, de recherche. Et après 2 ans ou bien 5 ans, le master c'est à peu près 1 année et demie. Le doctorat c'est 3 ans ou bien 4 ans. Et donc après toute cette période, il n'y a aucun contrat. Donc si cette personne veut retourner chez lui ou bien aller ailleurs, c'est OK. Qui réfléchit avec une chose pareille, c'est pas bien. On doit avoir un contrat pour avoir la personne, rester ici 5 ans, 6 ans, quelque chose comme ça. Mais la procédure était différente. Premièrement, les gens qui sont à un grand potentiel, si vous créez une contrainte comme celle-ci, qu'il y a un contrat en fin de compte, peut-être qu'ils ne vont pas accepter.
Ok. Mais ce que vous disiez que non, ok, vous venez, il n'y a aucun contrat, et en fin de compte, vous espérez que cette personne va rester. Alors dans le programme du Singapour, plus de 70% de ces gens qui ont été formés ont resté au Singapour. Eh bien, ils travaillent dans leur ministère, dans leur centre de recherche, dans les universités, et bien sûr dans les multinationales qui ont besoin du talent, ils ont besoin de techniciens, ils ont besoin d'ingénieurs, hein, et des gens qui réfléchissent. Okay. Donc, si vous perdez 25%, 30%, 35%, c'est OK, parce que vous avez retenu une grande partie de ça. Un petit exemple, et je pense que l'Algérie et les pays de notre région, que nos étudiants ont à peu près le même niveau que des étudiants qu'on voit ailleurs. Okay. Et je pense que peut-être comment créer cet environnement, ces choses pour aider nos jeunes chercheurs et nos jeunes étudiants, et je sais qu'ils vont démarrer avec une vitesse et faire des contributions très très importantes. Un petit exemple avec l'Arabie Saoudite, on a ramené à peu près 5 étudiants au MIT pour une période de 9 jours. Okay, on les a fait associer avec un de ces clubs qui était le club des voitures de racing cars, solar racing cars. Okay, donc les voitures à course et solaires. Okay, okay. Donc 9 jours de l'aéroport à l'hôtel, prends le shower, subway si tu veux, fais quelque chose et après directement au laboratoire. Okay. Après 9 jours, ils sont revenus en Arabie Saoudite, à l'université de Malik Fahd, King Fahd University of Petroleum and Minerals. Et ils ont dit, si les étudiants du MIT ont pu faire ces systèmes, on peut le faire aussi. Et pendant à peu près 10 à 11 mois, ils ont travaillé, ils ont appris à la soudure, la fabrication le frame, la structure de la voiture, les cellules solaires, et même la machine qui fabrique la coquille de la voiture. Okay? Et ils étaient en bonne collaboration avec le club du MIT, et en fin de compte, ils étaient qualifiés le premier tour, donc non pas toutes les voitures qui participent ou bien qui ont participé dans cette compétition en Australie, qui étaient qualifiées. Donc chaque voiture doit être qualifiée avant, et ils étaient qualifiés dans le premier round, okay, et après ils ont complété une distance de 3000 km de Darwin à Adelaide. Okay. Et voici la voiture qu'ils ont fabriquée avec le drapeau saoudien. Donc ça, c'est une chose très très honorable. Et je sais que nos étudiants ici, qu'ils peuvent faire beaucoup plus que ça. Okay. Voilà. Connecting to knowledge. Je soulignais l'aspect de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Si on revoit les grandes firmes, ou bien les firmes en général, on voit qu'il y a 25 ou bien 30 ans, la richesse de ces firmes était une richesse tangible, okay, de la matière. Par exemple, des terres, des buildings, des équipements, okay, peut-être entre 20 et 30%, les années 75 à 85. Mais depuis il y a 20 ans de ça, cette équation est renversée. La richesse, les assets en anglais, c'est presque 80%. Okay? Donc tout est intellectuel. Okay? Même il y a des grandes firmes maintenant qui vous disent avec l'électricité, le parking, la circulation, reste chez toi et travaille. Restez chez vous. Okay. Parce qu'ils sont très très intéressés dans les idées, dans la création, dans les idées, l'innovation.
Donc presque 80%, ou bien un peu plus de ça. Bien sûr, quand on revoit les grandes firmes comme IBM, Samsung et Canon, Microsoft, vous voyez que le nombre de patents, des brevets d'invention qui augmente. IBM, presque 6 000 brevets d'invention par an. C'est comme une machine qui travaille tout le temps sans arrêt. Donc ça, c'est IBM, par exemple, ils ont presque 2000 milliards de dollars par an, et ça, c'est seulement par de revenus et des licences et d'autres sociétés qui utilisent leur propriété intellectuelle. Peut-être que ces nombres sont doivent être peut-être corrigés, mais si on fait une petite comparaison entre, par exemple, un pays qui est basé, bien l'économie qui est basée sur le pétrole et le gaz, ou bien le revenu du gaz et du pétrole, et on compare avec une firme disons, qui se base sur l'innovation, Donc, un pays comme l'Algérie, où on a une grande partie du revenu sur le pétrole et le gaz, peut-être entre 60, disons jusqu'à 200 000 milliards de dollars par an. Et l'Algérie a presque 40 millions d'habitants, les gens qui travaillent peut-être 12 à 14 millions. Et on compare avec une petite firme, Apple Computers, ils font le iPad et le iPhone, comme vous le savez, peut-être moins de 100 000 employés, et leur revenu est presque peut-être 180 à 200 000 milliards. Donc si on voit qu'une petite société, une petite firme qui est équivalente à un pays entier, donc peut-être la personne se demande, peut-être qu'il y a une chose qui cloche. Peut-être qu'on n'a pas pu, peut-être qu'on doit améliorer notre façon d'enseignement, peut-être notre façon de formation, peut-être qu'on doit améliorer l'utilisation de notre ressource humaine, et de revoir peut-être en fin de compte the effectiveness factor, de chaque personne, parce que chaque personne joue un rôle dans son environnement, peut-être donc l'effectiveness factor, c'est-à-dire que chaque personne est formée et il doit rendre quelque chose pour son environnement. Juste un exemple, j'ai pris à peu près 15 universités américaines, il y a Stanford, MIT, Caltech et d'autres universités. Donc ils ont à peu près un revenu en moyenne de 80 millions de dollars pour ces universités. Et tout ça, c'est à partir de leurs innovations, leurs brevets d'invention, leurs licences. Donc on doit changer ou bien penser à améliorer, disons, la façon dont on fait les choses. Et ça, c'est quelques firmes qui ont créé par des travaux du MIT. Peut-être que vous reconnaissez quelques noms. Un autre aspect qui est important, qui est l'adaptation, ou bien adapting, qu'on doit changer, soit au niveau de la personne, ou bien au niveau d'une institution, ou bien au niveau d'un pays. On doit s'adapter d'une manière continuelle. Il y a le président de la firme Black & Decker qui a dit que dans leur secteur industriel, s'ils ne s'adaptent pas tous les 5 ans, qu'ils s'améliorent et en anglais de reinvent themselves, donc ils seront éliminés complètement. Donc si on voit le Singapour, avec lequel on travaille plus de 16 ans ou bien 17 ans maintenant, vous voyez dans les années 60, c'était more labor intensive, de la main-d'œuvre. Les années 70, la main-d'œuvre qualifiée. Les années 80, c'était le financement intensif. Les années 90, la technologie. Et maintenant les années 2000 sur l'économie basée sur le savoir et l'innovation. La même chose pour
La Finlande. La Finlande, vous savez que c'est un pays qui est un pays grand de surface, une petite population. Ils ont beaucoup de forêts. Donc vous voyez que la Finlande, pendant une grande période qu'ils avaient investi dans les produits de bois, le papier et aussi les machines, ou bien les usines qui fabriquent ou bien qui process wood. Okay? Mais vous voyez qu'ils se sont transformés. Ils continuent à utiliser cette base, okay? Mais ils ont changé et introduit les systèmes de télécommunication, l'informatique et ces choses-là. Okay? Et bien sûr, la Corée du Sud. La Corée du Sud, dans début des années 60, ils faisaient les perruques. Okay? Ça, c'est mes cheveux. Okay? Ma perruques. Okay? Mais ils faisaient les perruques. Okay? Mais ils ont... je travaille avec eux depuis le début des années 90. Ils ont changé leur procédure et après, par exemple, vous voyez qu'ils se sont modifiés de l'agriculture au manufacturing, par exemple, et aussi from light industry, l'industrie légère, l'industrie heavy industries et les industries chimiques. Okay? Donc, quand on voit ça dans les gouvernements, dans les industries, il y a toujours un changement et une adaptation de ce genre. Le workforce, comme je disais, que la ressource humaine, c'est la chose fondamentale. Okay? Si on n'investit pas dans notre ressource humaine, on ne va pas aller loin. Alors, quand je travaille, ça c'est un simple, quelques des sociétés avec lesquelles je travaille, ok. Et si vous travaillez, non pas visiter c'est une chose séparée, mais quand vous travaillez side by side, ok, avec les gens de ces firmes ou bien de ces agences, c'est comme si vous êtes dans un centre militaire. Tous les gens très disciplinés. Hein? Ils travaillent. Par exemple, dans une des firmes, j'ai demandé quelles sont vos heures de travail. Alors, une personne me dit c'est de 9h à 5h. J'ai dit non, ça c'est les heures officielles. Je veux savoir les heures actuelles. Alors il dit que les personnes qui viennent en retard, ils arrivent à 8h du matin, c'est-à-dire à peu près 1 heure avant le temps. Et les gens qui partent en avance, c'est à peu près 18h, c'est-à-dire 1 heure après le... Ok. Donc c'est... ce que je pense, c'est de comment créer cet environnement. Il y a déjà toujours à l'environnement et comment on fait notre relation avec nos gens. Comment discuter avec eux, comment les encourager, parce que ça joue un rôle très très important et la personne va être à l'aise et cette personne va produire beaucoup plus peut-être que leur capacité. Discipline, ok. All right. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'était il y avait un exemple à la NASA, ça c'était dans les années 60, et quand le président Kennedy qui a dit qu'on doit envoyer un homme à la Lune et le rendre à la Terre. Parce que peut-être envoyer c'est facile, et pour le faire revenir, ça sera un peu difficile. Donc il disait qu'il y avait un groupe du gouvernement qui visitait la NASA pour voir le progrès. Et ils ont rencontré une des personnes qui travaillait à la NASA. Donc ils lui ont demandé quel est votre travail, bien votre poste ici à la NASA. Et il dit que ma responsabilité c'est d'envoyer un homme à la Lune et de le faire retourner à la Terre. Et en fin de compte, cette personne n'était ni le directeur de la NASA, ni un ingénieur, ni un technicien, ni un secrétaire ou bien un administrateur. C'était une personne qui
لينظف يعني كي تسمى نعم اي انسان اللي ينظف يعني كيف les Suèdes ok voilà donc on réfléchit comment créer l'environnement pour que chaque personne ressente que c'est sa responsabilité que la personne il disait que يعني إذا ما جيتش أنا خلاص يعني هذه لا نزار حطيها ok elle ne va pas faire son travail ok en fin de compte peut-être qu'on réfléchira ou bien de rethink comment faire cette concurrence, cette compétition, comment on collabore avec ces gens, comment on les choisit et comment collaborer avec eux. Okay? Et in the end, maybe to rewire. Okay? Rewire, c'est de refaire le circuit. Comment on opère. Une chose très très importante, que chaque responsable, chaque personne à n'importe quel niveau, qu'on doit revoir cet aspect de patriotisme, que je le vois dans plusieurs pays, aux États-Unis, au Japon, en Finlande, okay, que les gens qu'ils aiment leur pays, qu'ils veulent que leur pays soit développé et qu'il fait un grand impact positif dans le monde. Et bien sûr qu'il y a beaucoup d'études qui sont faites sur le patriotisme, qui y ont trouvé une chose, peut-être qu'on dit évidente, que les pays qui ont un aspect assez haut du sens patriotique, qu'ils ont une croissance économique, qu'ils ont un développement qui est assez important, que l'environnement est stable, okay, et toutes ces choses qui sont positives. Et en plus que les gens se sentent heureux. Okay. Et bien sûr, pour les pays où il y a un manque de cet aspect de patriotisme, okay, que tous ces points sont négatifs, okay, de ce point de vue. Et je dis que l'Algérie, et je pense que peut-être qu'il n'y a pas une famille algérienne qui n'a pas été touchée par la révolution peut-être, ou bien peut-être un peu après la révolution algérienne, et que nos martyrs qui ont levé the flag, raised the flag, the Algerian flag, okay, et ces gens qu'on doit faire peut-être une petite chose pour eux, c'est to raise the status of the Algerian people, okay, avec le knowledge, because le savoir et la science, c'est la chose peut-être the highest, okay, and you can do many good things with it, not only here, but anywhere, okay. Et peut-être ça c'est une petite action, une petite activité que je pense importante pour honorer ces martyrs. Et vous savez bien que ces gens qui ont sacrifié beaucoup de choses, ils ont sacrifié leur vie, ils ont sacrifié peut-être leur propriété, okay? Et donc peut-être qu'on doit honorer ces gens, dans notre cas, pour sauver la vie. Sauver la vie, soit ici ou bien ailleurs. Et bien sûr de contribuer et faire en anglais c'est le well-being of people. Because en fin de compte, je pense que ça c'est la chose importante. On fait le business, on fait l'éducation, on fait la formation, on fait toutes ces choses, mais je pense que en fin de compte, c'est quand on contribue et on donne, okay, le sentiment est beaucoup plus que n'importe quelle autre activité. Okay. Et peut-être avec ces choses-là qu'on peut grimper un peu et aller, okay, de ce point et de ce point vers cette position sur le graphe. Et je vous remercie infiniment pour votre attention
Thank you.